Donc avec moi, vous parlez de politique. Je voudrais leur dire, on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Donc avec moi, vous parlez de politique. Là, vous Et je vais lui retirer son caleçon. Ça change tout, c'est un mec, je lui mets une gifle. Mediapart, Media Jam, round 3. Voilà, nous sommes samedi soir. Vous avez décidé de ne pas regarder The Voice Kids, c'est très bien, vous êtes devant Twitch. Et nous allons vous présenter la deuxième partie des jeux dont nous avons commencé à présenter ce midi, on va plutôt vers 14h. Donc, je rappelle le contexte, je suis dans les locaux de Mediapart. Et Mediapart, en association avec le collectif Label, a créé une Game Jam spécialisée dans les jeux politiques. Des équipes de développeurs, comme une Game Jam habituelle, vont créer en 48 heures un jeu vidéo, mais ils ont dans leur équipe intégré un journaliste de Mediapart, et le thème a été choisi par le journaliste qui les a alimentés, qui leur a donné la substance pour créer le game design des jeux qui seront peut-être, nous l'espérons, finalisés demain et auxquels vous pourrez jouer. Dans chaque équipe, en collaboration avec l'école des Gobelins et l'école Estienne, nous avons intégré un ou une jeune étudiante. Les élections présidentielles, Sabrina avec Tatiana qui ont essayé d'inventer un jeu sur la philosophie du tirage au sort. Ensuite, Dan et Marc, ils ont présenté un jeu d'exploration et de gestion narrative. Voilà, donc, mais heureusement, ils sont experts là-dedans. Donc, est-ce que tout se passe bien ? Oui, pour l'instant, très bien. Voilà. Ouais. Est-ce que demain soir, on aura... Alors, je dis un truc comme ça, tout le monde le sait. Le micro, faut très près, très près. Voilà, comme vous le mangez presque. Voilà, très bien, parfait, pour que les gens puissent bien vous écouter. Donc, c'est un jeu sur Poutine. Je sais que François doit partir rapidement, donc je vais lui passer rapidement le micro. Mais en 2 minutes, est-ce que tu peux me dire à quoi va ressembler le jeu ? Oui, alors on va être sur comme une espèce d'interface de messagerie en fait. On va avoir beaucoup de contacts avec qui on va pouvoir discuter, avec des mots-clés à leur envoyer. On a une totale liberté dans les mots-clés qu'on leur envoie, on en a qui sont proposés par le jeu. Et après, ça va être une discussion en fait entre nous et ces contacts pour découvrir un petit peu des choses cachées, ou en tout cas faire un article en tout cas sur un événement a priori banal. Ça me rappelle un peu Her Story. Est-ce qu'on est dans ce délire-là ? Ah oui, c'est totalement... Poutine Story, quoi. C'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu de Her Story. D'accord. Alors, je vais poser quelques petites questions à François. Voilà. Est-ce que ça se passe bien ? Eh ben, j'ai l'impression, oui. Voilà. Moi, je suis pas franchement en contrôle là. Hein. D'accord. Donc, par contre... Donc, moi, j'écris des trucs et tout ça, mais je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe à côté. Et le contact initial, ça s'est passé, donc est-ce que c'est toi qui as eu l'idée ? Ouais, c'est une idée qui est venue en écho à ce projet de construire des jeux politiques. L'idée, c'était explorons ce qu'on appelle en Russie, mais un peu partout ailleurs, les différentes technologies politiques. Alors, pourquoi on a choisi la Russie ? Parce que, je dirais, on est presque dans la caricature. Parce que là, les technologies politiques vont du lobbyisme classique, ce qu'on trouve dans tous les pays, comment on fabrique l'opinion, etc. Et puis, ça va quand même sur des choses beaucoup plus désagréables, puisque ça va jusqu'à de l'empoisonnement, ça va jusqu'à de l'assassinat politique. Donc, on a toute une palette d'armes, entre guillemets, certaines sont létales, d'autres sont simplement des armes d'influence, et c'est de tenter de faire explorer l'ensemble de ces technologies politiques. Donc c'est moins sur la Russie que là-dessus, que sur c'est quoi aujourd'hui un gouvernement, parce qu'on aurait pu en faire un sur les États-Unis, hein, sur les écoutes systématisées, etc. Donc, je joue à votre jeu, ouais. et donc je le comprends bien, je l'apprécie, je l'ai bien compris. Qu'est-ce que j'en retire ? C'est-à-dire, est-ce que je comprends comment fonctionne la Russie ? Est-ce que je pourrais être Poutine ? Alors, je pense qu'on comprend pour partie comment fonctionne la Russie, et puis on comprend aussi comment un pouvoir peut formater les opinions et peut peser sur des processus démocratiques et électoraux. Voilà, je pense que c'est les deux volets principaux. Là, dans ce jeu, on joue une sorte de journaliste ou de correspondant international, donc pas russe.
Et est-ce que ce regard non russe, il est compris, il est essentiel, il est intéressant est-ce qu'on peut passer à côté du sujet, c'est-à-dire dire tout va bien? Ah ben, oui, je crois. Oui, tout va bien. Oui, oui. Ça dépend justement des contacts. Et ça va être ça, de ce que je comprends de la mécanique du jeu. Je ne suis pas sûr de tout saisir. Mais ce que j'en comprends, c'est que évidemment, il faut arriver à trouver les bons contacts qui vont donner les bonnes infos. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, c'est un travail un peu de journaliste. On a repris cette métaphore classique, mais c'est c'est un jeu où il y a aussi beaucoup d'impasses et il y a aussi beaucoup de n'importe quoi et il y a aussi beaucoup de versions roses aussi, D'accord. mais qui ne sont pas toujours les bonnes versions. D'accord. Donc la piste, comme une piste policière, peut aboutir à rien du tout en fait. Ouais, et puis il y a une vraie volonté aussi de neutralité, c'est-à-dire on peut aussi enquêter par exemple sur le repas et faire un papier assez précis sur quel a été le repas, etc. Et on essaie en tout cas de se placer en posture, de laisser le joueur la liberté, lui, de faire ses interprétations. Alors, juste pour nos auditeurs qui n'ont pas vu les deux précédentes, et on les comprend, éventuellement parce qu'il y a d'autres choses à faire, tu parles d'un repas parce que le point de départ de l'histoire, c'est vous êtes un correspondant international, vous savez que Poutine a eu un certain repas, qui est quelque chose complètement anodine, et en fait, peut-être, c'est pas si anodin. Voilà, c'est ça, il y a un repas avec des associés de Poutine, et à partir de là, on doit faire un papier. D'accord. Alors, c'est inspiré de faits réels, et est-ce que c'est inspiré de faits réels intimes, c'est-à-dire que vraiment, ça vous est arrivé que Poutine ait ce repas avec ces personnes-là, et vous êtes dit, c'est dommage que personne n'ait creusé, n'ait compris le truc. Ah oui, vraiment, tous les éléments d'info sont documentés. Hein. Donc c'est carrément un si par docu-fiction jeu vidéo. Si vous voulez, quand on parle d'empoisonnement, ces 15 dernières années, il y a eu quand même 2 histoires incroyables. C'est l'empoisonnement à la dioxine de celui qui a été président de l'Ukraine, Viktor Yushchenko, dont on sait qu'il a été empoisonné par les services spéciaux ukrainiens en lien complet avec les services russes. Et puis il y a eu cette autre empoisonnement que tout le monde a en tête, parce qu'on a vu les photos d'un dénommé Litvinenko, c'était au polonium, hein, qui a un matériau nucléaire militaire absolument incroyable, où un demi-gramme vous liquide en 48 heures. Et on se souvient très bien des photos de Litvinenko en train d'agoniser sur son lit d'hôpital à Londres. Donc quand même, toutes les infos sont absolument documentées. Il y a des infos, par exemple, sur le centre culturel orthodoxe qui va être inauguré dans quelques jours par Poutine et Hollande, qui est Branly à Paris. Bon, et je vous donne, je peux le donner, je peux le dire ou pas? Ou c'est... Allez-y. Non, mais il y a eu une très grande inquiétude des services français en se disant, dans les bulbes de l'Église orthodoxe, ils ont installé des stations d'écoute. Comme la CIA et la NSA ont installé des stations d'écoute sur le toit de l'ambassade américaine à Paris. Hein. Mais c'est le retour à la guerre froide alors. Donc il y a les bulbes de l'Église orthodoxe, ils ont été scannés, il y a des mesures il y a des brouilleurs qui ont été installés, etc. Bon, tout ça c'est établi. Enfin, ça a été documenté, ça a donné lieu à enquêtes, à articles, etc. D'accord. Alors une dernière question et après je vous laisserai partir. Là vous avez il y a des histoires qui se prêtent bien à des reportages, des histoires qui se prêtent bien à des documentaires, à des films. Est-ce que vous pensez qu'il y a des histoires, ce serait bien, le média de support pourrait être le jeu vidéo? Ah ben, moi je pense totalement, parce que c'est ce qui a été le point de départ en fait. C'est que on a discuté avec François qui nous a raconté justement, c'est presque des histoires, quoi. On les écoute avec, c'est étonnant, c'est surréaliste, et c'est ça qu'on a eu envie de retranscrire en fait, c'est de laisser le joueur vivre ces histoires, les découvrir petit à petit comme ça, creuser de plus en plus les vivre, être avec eux, parce qu'on interroge des gens qui sont censés être proches de ces choses-là. Et voilà, et c'est exactement dans ce médium-là qu'on a voulu le retranscrire. Donc, on est sur un Her Story à la Poutine. Est-ce qu'il y a des éléments... Alors, je sais qu'il y a des éléments transmédia, je ne vais pas trop les dire comme ça vous laisse un peu la surprise demain. Vous avez pu mettre en place ces éléments transmédia? On est en train de le faire, mais justement, je revenais sur le côté tout est véridique, et en tout cas tout est prouvé, ou en tout cas il y a des documents documentés, voilà. On sert aussi du côté transmédia, il y a des notifications au sein du jeu qui vont vous ramener vers des vrais articles. Un vrai article de Mediapart. Exactement, par exemple. D'accord, très bien. Donc c'est peut-être ça, parce que dans l'interview de Edoui Plenel ce midi, je sentais qu'il aurait voulu détruire les candidats à la présidentielle personnellement, et là il va le faire par le truchement d'un jeu vidéo. Et peut-être que vous allez pouvoir mettre à nu certaines affaires de Poutine que vous n'aviez pas vu avant.
Non, parce que là, justement, l'idée, c'était comment on construit une fiction, c'est-à-dire un jeu qui est forcément une démarche fictionnelle, D'accord. mais à partir du réel. Du réel. Alors, du reste, c'est une relation qui n'est pas très facile à gérer. Pour moi, journaliste, je pense que c'est beaucoup plus simple pour eux, mais par exemple, on s'est interrogé sur l'utilisation des noms propres et des vrais noms. Ouais. Ça, on verra demain. Mais ça pose quand même des questions complexes, quoi. Oui, parce que moi, d'une part, on n'a pas envie de faire ce qui serait immédiatement perçu comme un jeu de propagande anti-russe. C'est pas du tout ça l'objet. L'objet, c'est de raconter justement des technologies politiques, des moyens d'influence, etc., etc. Donc, ça pose des questions assez complexes entre réalité et forcément ce qui est la fiction d'un jeu. D'accord. Bon, on fera un petit point demain. Ouais. Je vous remercie vous deux et on parlera un peu plus longtemps. Merci à vous. Je reçois l'équipe de Brice et de Géraldine. Voilà. Alors, pendant qu'ils s'assiedent, je sais pas, je suis un peu fatigué aussi. Remise dans le contexte. Donc, c'était un peu flou hier, mais tu le vivais bien. Oui. Et tu étais parti sur, une réflexion sur le vote, la nature du vote, ce qu'est le vote, à travers éventuellement un principe de jeu qu'on appelle le dungeon crawler, c'est-à-dire avancement au tour par tour, et puis choix de la majorité ou pas, voilà. Vous avez poussé dans cette piste Alors, oui et non. Comme ça répond pas à la question. Et alors déjà, il faut bien manger le micro. Là, encore plus. Okay. Encore plus qu'hier. Ok. Non, en fait, alors en ce qui concerne le principe du jeu, le dungeon crawler, on reste sur une idée de progression par salle et de choix qui sont effectués par des passages de portes. Sauf qu'en l'occurrence, le joueur va choisir à chaque fois une porte qui va correspondre plus ou moins à ses idées, c'est-à-dire pour qui, en métaphore, pour qui il souhaiterait voter. Ce qui va se passer, c'est qu'on est toujours dans l'idée que y a deux phases de jeu qui est la première, c'est-à-dire quand on est dans la salle, comme dans n'importe quel dungeon crawler justement. Sauf que là, au lieu de chercher des trésors ou combattre des ennemis, on va avoir un espace public avec des idées qui circulent entre différents personnages. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de choix possible ? Bah, les choix, en fait, se résument. C'est pour ça que je le distingue en deux. Il y a un choix quand on est dans la salle, finalement, c'est de diffuser ses idées ou aller récupérer les idées des autres. C'est-à-dire que chaque personnage est composé d'un certain nombre d'idées. En gros, un personnage, c'est un carré de 3 par 3. Tu peux donner un exemple d'idée ? Je suis désolé de creuser un peu, mais... Non, un exemple d'idée, le problème, c'est qu'on ne va pas vraiment exactement les matérialiser. Moi, j'avais vu sur ton dessin, le racisme, par exemple. Est-ce que c'est une idée ? Ça peut être... Oui, en fait, c'est l'expression d'une idée. C'est-à-dire que, voilà, y a chaque cube qui peut être dans ce carré-là correspond à des grandes thématiques dans lesquelles s'inscrivent des idées. D'accord. Et du coup, on va essayer de se composer des cubes de prendre nos carrés qui nous définissent. Une fois qu'on a notre complexité politique, donc notre identité politique, arrive la phase du vote, donc celle des élections, qui est représentée par des portes à franchir et qui ont une certaine forme. D'accord, ok. À savoir que, du coup, on va essayer de trouver la forme qui nous correspond le plus, mais on va pas forcément trouver notre bonheur. Et au moment où on traverse cette porte pour donner notre voix à un des candidats, on va perdre les idées qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. D'accord. Pour résumer pour nos spectateurs, c'est un peu un Skyrim, mais au lieu d'avoir des nains et des elfes, on a un mec de gauche ou de droite, et au lieu qu'il ait des oreilles pointues ou pas, il a certaines idées. En fait, on a créé son personnage de dungeon crawler en quelque sorte, et après on l'embarque dans des aventures de choix. Sauf que le moment où on crée le personnage, ça fait aussi partie du jeu, dans le sens où ça dépend vraiment, c'est dynamique. ça dépend vraiment des autres personnages qui sont aussi présents à l'écran à ce moment-là. Notre histoire nous crée. C'est ça. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Géraldine. Alors, donc, le vote, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Oui, alors ce qui m'intéressait là, c'était de voir comment justement les gens votent, comment ils font leur choix pour tel ou tel candidat, qui sont toujours plus ou moins adaptés, ou plus ou moins en correspondance avec les idées qu'ils veulent défendre. Et puis comment on se retrouve au deuxième tour, puisqu'on est souvent dans un système à 2 tours dans les élections françaises, avec un choix qui s'est rétréci à 2 candidats, candidates, et qui correspond plus ou moins, c'est pareil, donc à ce qu'on voulait. Parfois à 100%, si c'est le candidat pour lequel on a voté au premier tour qui passe, on peut continuer, ou même on peut changer, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a cette mécanique-là qui m'intéressait, de savoir comment, et d'une élection sur l'autre,
comment le vote peut changer, comment quelqu'un peut passer de droite à gauche, à l'abstention, revenir à l'extrême Vous parlez d'un droite, électeur à là ou l'extrême gauche, d'un un électeur. D'accord, très bien. Et donc là, par rapport à puisque vous avez un peu nourri le game design de Brice, ce que je comprends, c'est qu'il a plein d'idées qui créent un personnage, et pourtant, un candidat représente souvent une seule idée. Un candidat a quand même plusieurs idées, on peut quand même leur faire ce crédit. Mais parfois, les idées qui vont être portées par les lecteurs peuvent être dispersées dans des candidats. D'accord. Et on va pas toujours trouver le candidat qui matche à 100% avec ce qu'on pense. D'accord. Donc c'est là où, en passant les portes qui symbolisent le vote, on va devoir abandonner. On va abandonner son côté écolo, on va abandonner, voilà, et faire un choix en fonction de l'offre qui se présente. Et est-ce que finalement, si je poursuis théoriquement votre principe, est-ce que plus j'avance, plus je suis obligé d'abandonner mes idées ? Absolument, c'est ce qui tracasse beaucoup Brice. Et c'est ce qu'on voit en même temps sur la période historique qu'on fait commencer en 81. Ouais. Où il y a, par exemple, en 81, il n'y a pas le Front National à la présidentielle, parce que Jean-Marie Le Pen n'a pas eu ses parrainages. Et donc, évidemment, ça change beaucoup sur cette période. Donc, il y a des idées qui arrivent, en fait, et qui en chassent d'autres. Et en regardant un peu, en fouillant comme ça, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par exemple, la question des nationalisations a complètement disparu du débat. Que d'autres questions sont arrivées en 2012, comme par exemple celle du mariage pour tous. Donc, ça change avec le temps. Il y a évidemment, l'histoire avance. Et donc, En fait, est-ce que la morale de votre jeu analytique, on va dire, ce serait pas de dire que le candidat absolu à tous, c'est celui qui est dépourvu d'idées ? Bah, peut-être c'est ce qui va nous arriver en 2017, enfin je ne sais pas trop, mais où on a aujourd'hui donc, disons, une gauche, une droite, une extrême droite principalement. Et la gauche et la droite, voilà, on a Macron qui est un peu au milieu, on ne sait pas trop. Voilà, donc il y a voilà, on voulait essayer de décrire ce mouvement où la droite et la gauche se rapprochent sur des thématiques principales. Ils font la même politique étrangère, par exemple. Ou, voilà, il y a d'autres en économie, on peut trouver d'autres points communs. Donc, je joue à votre jeu et je le connais bien, je le comprends bien. Et qu'est-ce que j'ai appris ? Et qu'est-ce que vous voudriez idéalement qu'un joueur qui joue à votre jeu dise « Ah mais oui, maintenant j'ai compris ça, parce que je savais pas avant de jouer au jeu ». Je ne sais pas, je vais laisser Brice répondre. Non, on a essayé de travailler aussi sur la diffusion des idées, justement, et l'importance, ou pas d'ailleurs, on verra comment les personnages joueurs vont évoluer et pouvoir s'influencer les uns les autres. Mais est-ce que c'est important d'aller défendre ces idées ? Est-ce qu'on peut avoir une influence ? En fait, est-ce que voter sert à quelque chose ? Et on va laisser, donc les joueurs vont faire leur choix et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne la même chose qu'en vrai ? Si on agit différemment, si on essaie d'avoir plus de conviction, par exemple, ou Mais je vais prendre un concept simple, à la fois dans votre jeu et à la fois dans la réalité. Par exemple, l'écologie. A priori, pourquoi être contre l'écologie ? Et pourtant, il y a des candidats qui ne sont pas écologiques. Donc, comment vous l'expliquez ? Et dans le jeu et dans la réalité. Je pense que c'est une hiérarchie des problèmes à résoudre. D'accord. Pour le pas candidat ma élu. priorité. Et voilà, c'est pas la priorité. Par exemple, le climat, c'est pas la priorité. L'écologie, ça commence à bien faire. Ça, c'était Sarkozy. Voilà, c'est pas je suis contre. Enfin, ça peut être si je suis contre, mais c'est surtout on s'en fout. Il y a d'autres choses plus intéressantes à faire que de s'occuper d'écologie, de climat, de biodiversité, et autre genre de choses. D'accord. Très bien. Ah, vas-y. Juste pour ajouter par rapport au jeu justement, l'idée, alors on est un peu dans ce questionnement là ce soir sur savoir dans quelle mesure on essaye de scripter au maximum pour coller à une réalité ou est-ce qu'on laisse une marge de manœuvre pour l'expérimentation du joueur, mais notamment ce qui sera normalement en place demain, c'est que les résultats des votes, mais aussi la transmission des idées sera dynamique. Et du coup, les candidats qui seront présentés, c'est-à-dire les portes et les formes qu'elles définiront, seront aussi en fonction des idées qui sont présentes chez les personnages à l'écran. C'est-à-dire que plus une idée est présente chez les personnages, plus elle est susceptible d'apparaître chez les candidats. Et du coup, c'est aussi ce qui nous semblait intéressant de montrer, c'est une sorte d'uniformisation des discours et des programmes des candidats, ce dont parlait Géraldine, ce rapprochement gauche-droite qu'on a à un moment, notamment, et l'émergence d'idées sur la sécurité qui finalement devient présente dans les programmes des principaux candidats. Ça peut être un outil personnel intéressant en disant finalement je suis quoi ? J'aime ça, 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 et vous dites vous devriez voter pour cette personne. Vous
Voilà, ça serait pratique. On personnifie pas à ce point, normalement, les candidats qui seront présents, mais si en réfléchissant un peu, peut-être que tu pourras trouver une réponse. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Ah, vas-y, allez-y. Non, comme disait François, on s'est posé la question de la vérité des partis ou des candidats qu'on allait mettre en scène. Et en fait, on est plutôt pour l'instant parti dans la métaphore aussi, ou dans des éléments de programme ou des éléments de langage, des citations célèbres. Non, mais parce que l'écologie, ça commence à bien faire, par exemple, je pense qu'on n'a pas forcément pensé, mais on va l'utiliser parce que c'est quelque chose que tout le monde a entendu, tout le monde comprend. Et donc, mais on va pas forcément l'attribuer à quelqu'un. On va la mettre comme justement une option, une opinion. Ouais. Et la personne va pouvoir la refuser ou la transmettre. Mais ça, en tout cas, c'est très intéressant de s'associer aux grandes citations de nos dirigeants. Voilà. On peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bonne chance. On se voit demain pour tester votre jeu. Merci. Oui. Au revoir. Alors, je reçois Simon et Mathilde qui vont nous faire rêver avec les espaces de travail de demain, l'ubérisation du monde. On sera tous en Ikea, Airbnb, c'est ça, hein, on aura des Segway aussi. Voilà. Segway connecté. Ils l'ont laissé là-bas, leur Segway. Voilà. Très bien. Alors, Simon, on va commencer par toi. Donc, est-ce que tout se passe bien ? Très bien. Demain, on pourra visiter le monde du futur ou pas ? Demain, on pourra visiter le monde du futur. Je parle de demain 16h, hein, pas demain 16h. Voilà. Ouais. Très bien. Ce soir, déjà prêt. Ah, oulala, déjà prêt. Donc, pendant qu'on vous interviewe, vos assets, les graphismes passent. Voilà. Donc, votre concept, c'était évidemment le travail de demain. Je vais interroger Mathilde dans quelques minutes à ce sujet. Et vous avez décidé de le traiter sous la forme d'une illustration que l'on peut explorer, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Une sorte de décor qui raconte une histoire. C'est ça. Une espèce de décor qui raconte une histoire, effectivement. Et on a aussi pris le parti de pas forcément aller dans beaucoup de détails sur à quoi pourrait ressembler le travail de demain, mais plutôt sur les ambiances, sur l'impression l'impression du joueur dans son travail, plus sur côté un peu immersif de la chose. Est-ce qu'il y a un début et une fin ou c'est juste une expérience ? Il y a un début et une fin. Il y a un début et une fin et disons que c'est assez ouvert. C'est-à-dire qu'on c'est pas une fin, on va pas forcément tous les joueurs vont pas arriver à la fin au même moment. Alors, sans dévoiler l'intrigue parce que c'est une fois qu'on l'a vu, il y a plus grand-chose à faire. Est-ce que vous êtes dans une illustration qu'on pourrait voir comme par exemple le film Brasil où on avait une société qui racontait un système oppressif kafkaïen? Est-ce que là, c'est la même chose? C'est-à-dire qu'on voit une histoire anodine dans un contexte et en fait on comprend ce qui se passe derrière. C'est effectivement une des références qu'on a eu depuis le début de Brasil, 1984, ce genre de choses. Ah d'accord, donc c'est plutôt dystopique. C'est plutôt dystopique, effectivement. On a cette vision un peu, je pense. On voulait pas forcément faire ça, je pense. Quelque chose de forcément négatif, mais c'est vrai qu'on y est quand même arrivé par nos discussions, par nos envies aussi. Et donc effectivement, c'est quelque chose d'assez pas angoissant, mais c'est de la 3D. C'est de la 3D, ouais. Oh là là, ouais. parfait. Donc c'est vrai qu'effectivement les concept art qu'on voit, c'est disons des ambiances qu'on vise, mais pas forcément le résultat final encore du jeu qui lui sera en 3D, donc pas en dessin. On a parlé beaucoup de nouvelles, de documents écrits ou d'articles de journaux qui racontaient des systèmes. Là, on va avoir un petit jeu qui raconte un système. Je pense à Philippe Cadic au début du BIC qui raconte une société un petit peu ubérisée où pour ouvrir la porte, il est obligé de donner une petite pièce, il n'a plus de pièce donc il ne peut pas sortir. Et là, c'était une nouvelle, ça pourrait être un jeu. Oui, tout à fait. Et là, effectivement, on va vivre ça en quelque sorte. C'est encore une fois, Ubik, aussi une BIC, cas de cet exemple de la porte, c'était effectivement aussi une de nos grosses références et le côté absurde aussi de ces choses-là. On est en plein dans ce type d'expérience. Ouais. D'accord. Je vais poser quelques questions à Mathilde. Merci Simon. Alors Mathilde, vous êtes. Alors il va falloir bien parler près du micro, comme si vous vouliez le manger. Et alors le travail de demain, ça vous fascine. C'était le sujet qu'il fallait aborder, c'est ça? Non, en fait, oui, mais on voulait simplement décaler un tout petit peu par rapport à la situation que peut vivre un travailleur lambda aujourd'hui.
pousser un tout petit peu la réalité pour arriver non pas à un espace de travail de demain, mais à une ébauche de ce qu'on pourrait, trouver. Pas forcément les dérives, en fait. L'idée, c'est ce que disait un peu Simon, c'est qu'on peut être dans un univers qui peut être très séduisant et qui a beaucoup d'atouts et d'intérêts. Et c'est pour ça qu'on veut pas, c'est pas une vision totalement noire ou blanche. Mais cet univers-là aussi peut se transformer et peut devenir éventuellement négatif. Est-ce que par rapport à vos discussions et au rendu qui s'approche, puisque là vous avez un produit qui devient concret, est-ce que vous pensez que vous êtes dans une vision réaliste? C'est-à-dire qu'on voyage dans le temps, dans 15 ans, et en fait, on se retrouve dans la chose que vous avez créée. Je pense que ce qui est très réaliste, c'est l'invasion de la sollicitation, sans dévoiler le jeu. C'est un peu ça l'idée. L'invasion de la sollicitation qu'on perçoit déjà aujourd'hui et qu'on a poussé un peu. Et pourtant, vous le dites ça, mais je crois, si je me souviens bien, il y a 2 semaines, il y a une loi qui a été votée sur le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, tout à c'est fait. Ça voilà. C'est pas une. En tout cas, bref, c'est un décret de la loi travail. C'est effectivement aussi un des thèmes. On parlait des références tout à l'heure pour l'ambiance du jeu, mais c'est aussi un des sujets qu'on a abordé sur le fond. D'accord. Cette histoire de déconnexion, de vie perso, vie pro. Des frontières qui s'effacent. C'est pour ça qu'on est peut-être plus là-dedans que dans la question de l'ubérisation finalement. D'accord. Sur le réalisme, en fait, on s'inspire aussi d'un cas réel que Mathilde nous a raconté toute première réunion, je crois. Et donc en fait, notre jeu est pas si éloigné de la réalité en vrai, parce qu'on s'inspire beaucoup de ce cas-là particulier d'espace de travail, d'une boîte de pub française. D'accord. Alors j'ai une question un petit peu rentre dedans, ok, même si on est dans une ambiance conviviale. Cette description que vous faites du monde de lendemain, vous le faites à travers un jeu vidéo ou une expérience vidéoludique, on va dire. Est-ce que il aurait été, enfin il n'aurait pas été, le jeu vidéo, la composante jeu vidéo est-elle indispensable à cette démarche que vous avez? C'est-à-dire, quelle est la plus-value du jeu vidéo? Nous, je pense que dans la mesure où on n'a pas pris, on a décidé de pas faire quelque chose de jeu de gestion ou une chose comme ça. Du coup, on est plus dans le côté expérience, immersion du jeu vidéo, où effectivement, ce qu'on va essayer de faire ressentir aux joueurs, c'est pas forcément, on va essayer de lui faire comprendre un système particulier qu'on aura inventé. On est plutôt dans le but d'essayer de le mettre dans un monde et dans des types de sensations qu'on imagine peuvent être celles de demain. D'accord. Donc la plus-value, elle est là en fait. C'est quelque chose qu'on peut avoir parfois dans des articles très bien décrits. Effectivement, on peut imaginer des choses comme si c'était de la science-fiction un petit peu. Nous, on essaye de le mettre en forme dans le jeu vidéo et avec tout le son, les images et tout ça. Alors, dernière petite question pour vous deux. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur les conditions de travail de demain? En fait, je suis plutôt optimiste sur les conditions de travail de demain, dans la mesure où je suis très pessimiste sur celles d'aujourd'hui qui sont existantes aujourd'hui. Donc, dans la mesure où je suis un peu optimiste, je me dis ça va forcément être mieux demain. Donc, c'est bien. Voilà. Parole aux jeunes. Et vous, Mathilde? Donc déjà pas trop optimiste. Non, je pense que c'est ça qui est chouette dans le jeu, c'est que il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore une fois très séduisantes et en même temps qui peuvent être infernales. Et peut-être l'intérêt de ce jeu, c'est de sentir ça du bout des doigts pour penser à ce qu'on veut comme monde de travail. Un problème d'urbain cadre. Je crois pas. Ça, par contre, je crois pas du tout. Ce sera aussi les ouvriers malgaches qui aujourd'hui font de la saisie informatique, donc on est un peu dans le tertiaire aussi, vivront ça par exemple? Non, mais la notification, c'est pas seulement sur répondre à un mail. Vous parlez d'ouvriers malgaches, je pense qu'un employé de centre d'appel à Madagascar peut recevoir en permanence sur son ordinateur une notification lui disant dans 5 minutes c'est ta pause toilette, tu y vas maintenant, tu n'y vas pas dans 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. La notification, c'est aussi le rappel du management, c'est aussi le rappel de la hiérarchie. Le contrôle. C'est pas réservé, ça peut aussi être du contrôle, c'est un peu ce qu'on suggère aussi. Donc c'est pas du tout réservé aux cas de sup ou aux travailleurs freelance, ou au contraire. Y compris par exemple dans d'autres secteurs d'activité que le tertiaire. Ouais. Les agriculteurs sur leur tracteur maintenant, alors je pense que c'est génial, mais ils ont tout un tas d'outils qui leur permet d'être connectés à la bourse, à la pluviométrie, à que sais-je. Donc c'est génial comme outil,
Mais c'est un peu la tyrannie, quoi. C'est-à-dire que même sur son tracteur au milieu de son champ, on est un peu soumis à l'ensemble de ces notifications permanentes qui te ramènent à un système global. Enfin bon, il y a les deux aspects à chaque fois. D'accord. Eh bien, écoutez, on teste ça demain et voilà, on essaiera de tirer le meilleur et d'espérer le meilleur pour le futur. Merci. 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 Et last but not least, je reçois Léo, j'allais dire. C'est l'équipe de Nicolas en fait, mais c'est un piège. Léo et Thomas. Voilà. Léo, c'est le plus jeune des deux. Mais Thomas n'est pas vieux non plus. Alors, jeu qui est palpitant, moi je l'achèterais bien. Hein, vous êtes. Alors, je rappelle le contexte. Vous êtes président ou du moins au niveau présidentiel. Vous devez prendre des décisions pendant une crise et vous avez des conseillers, c'est ça ? Alors, plus précisément, on joue les conseillers. C'est-à-dire, il y a plusieurs joueurs qui prennent le contrôle des conseillers. Le président, c'est une entité à part. D'accord. Et on prend des décisions à sa place. Enfin, pas vraiment à sa place. En fait, on conseille et on part du principe que quand on lui conseille un truc, il va suivre notre avis. Une sorte de jeu avec des choix. Oui. D'accord. C'est bien parti ? On pourrait jouer demain ? Oui, normalement. D'accord, très bien. Donc, je vais juste passer la parole 2 minutes à Thomas. Voilà, merci. Alors, l'idée de vous ? Oui, l'idée de moi. Il se trouve que j'ai suivi quelques campagnes présidentielles et c'est toujours un moment, effectivement, où il y a beaucoup le moindre événement extérieur peut faire déraper une campagne. Donc on est dans le cadre d'une campagne présidentielle. Voilà, c'est le cas d'une campagne présidentielle. J'en dis un peu plus que Léo qui garde les choses très secrètes, mais je pense qu'on peut quand même révéler pas mal de choses. Maintenant, on est à une semaine du deuxième tour d'une élection présidentielle en France. Oui. Et un dictateur dans un pays en guerre depuis un certain nombre d'années est tué, un auto-suicide. Un groupe terroriste veut s'emparer du pays. Et donc, voilà, c'est le contexte de crise. Et un certain nombre d'événements surviennent. Et effectivement, donc c'est un jeu multijoueur. Il y a 4 personnages. Un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Communication, un ministre des Finances, un ministre de la Défense. Et à chaque fois, il faut qu'ils prennent des décisions par rapport à un événement qui vient de survenir et il faut qu'ils se décident assez vite. Donc, dans votre expérience de journalisme, vous indique qu'il y a ces situations-là, les ministres ne sont pas à l'unisson sur ces décisions, c'est ça ? Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret dans le cadre où 2 ministres ne sont pas d'accord ? Eh bien, en fait, chaque ministre n'a pas à répondre aux mêmes questions, parce qu'il travaille de manière indépendante. D'accord. Mais c'est l'ensemble des décisions des ministres qui donne finalement le résultat de la décision la direction vers laquelle va le président. J'y connais très peu, mais je vais un exemple semi-inventé. Par exemple, on a des relations un peu ambivalentes avec le Qatar, qui à la fois nous donne beaucoup d'argent, mais au niveau peut-être de l'image de la France, c'est pas excellent, c'est ça ? Vous venez de retrouver un exemple qui est dans le jeu. D'accord, voilà. Exactement, c'est ce genre de situation un peu ambiguë. Et ce qu'on essaye de faire avec Léo, avec le reste de l'équipe, c'est de proposer différentes manières de jouer et avec des résultats bien sûr différents selon qu'on joue de manière altruiste, de manière égoïste, selon qu'on privilégie la diplomatie ou la guerre. D'accord. Mais il y a 3 enjeux que je vois. Il y a l'enjeu du ministre, on va dire, qui veut conserver sa place. Il y a l'enjeu du président qui veut gagner la présidentielle. Et il y a aussi l'enjeu de l'État en quelque sorte, c'est ça ? Est-ce que ces 3 facteurs sont pris ou alors il y a juste la vision du ministre ? C'est quasiment ça en fait. C'est-à-dire que pour entre guillemets pour gagner une partie, il faut réussir à faire que à la fin des 7 jours, on va dire le gouvernement soit plébiscité. Ça c'est le premier objectif qui est en fait plus ou moins aider le président. D'accord. Mais c'est aussi entre guillemets s'aider soi-même parce qu'on part du principe que ces ministres appartiennent par exemple au parti de ce président, de ce gouvernement. Et si justement ils perdent trop de voix, ils ne seront jamais réélus, ils perdront leur place. Mais une question un petit peu naïve, les Français ils s'en moquent un peu de la politique étrangère. Je veux dire, c'est pas leur problème. Alors, dans le fond, donc justement, je vais y venir. Ensuite, il y a un second objectif qui est personnel, c'est-à-dire il y a la possibilité pour un ministre en fait de remporter plus ou moins la partie en solo, c'est-à-dire à la fin de la partie en étant celui qui a le plus d'influence en fait.
D'accord. Donc celui qui a ça peut être fait de façon altruiste, être complètement au hasard, ou alors on peut magouiller. On peut changer de camp, c'est l'autre président qui est élu, quoi. Enfin, l'opposition. C'est pas exactement ça. Carrément, ça serait peut-être limite devenir calife à la place du calife. D'accord, très bien. Dans ce cas précis. Et en fait, il y a la troisième facette qui est en début de partie, la crise éclate, et à la fin de la partie, en fonction de certaines décisions qu'on va prendre, on va se retrouver avec un pays qui a brûlé, ou alors un pays qu'on a réussi à vraiment sortir de la mouise et à élever. Vous parlez du pays du dictateur, c'est ça? Oui. D'accord, ok. En particulier. Et justement, est-ce que justement les ministres vont prendre le parti d'essayer de régler la crise, ou alors vont jouer de manière égoïste et rester enfermés sur eux-mêmes? Est-ce que ils vont en avoir quelque chose à faire? Il y a cette problématique qui est explorée dans cette troisième fin. D'accord. Est-ce que les événements qui constituent le sel de cette aventure, ce sont des événements réels, inventés ou on va dire inspirés, comme le printemps d'Asie du Sud-Est par exemple, au lieu du printemps arabe? Ce sont des événements inventés pour le jeu, ouais. Mais je pense que vous pourrez retrouver sans aucun problème des événements qui se sont déjà produits. Par exemple, c'est pas le Qatar, mais c'est le Brunei, on comprend, c'est ça? C'est beaucoup plus transparent que ça. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Et quand on joue à ce jeu, qu'on a gagné ou pas une partie, qu'on a bien compris les mécanismes et qu'on s'est abreuvé de tous ces événements, qu'est-ce qu'on a appris au final? Qu'est-ce qu'on en retire? Je pense que l'idée est déjà de montrer un peu une certaine forme de subtilité dans les relations internationales, où on a souvent tendance à peindre ça à grands coups de traits noirs ou blancs, et souvent c'est des zones de gris. Oui. Donc voilà, les décisions sont parfois un peu compliquées à prendre. Et puis surtout, face à des décisions graves, par exemple, c'est un jeu où il y a des questions sur la crise des réfugiés, où finalement les gens ne réagissent pas forcément ni avec leur cœur, ni avec leurs sentiments, mais avec leur intérêt ou des questions de communication, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est un peu de prendre des exemples tirés de tout ce qu'on peut voir dans les actualités chaque jour, ou beaucoup en lisant des livres, des récits sur des présidences, de voir ce qui se passe behind the doors, comme disent les Américains, c'est-à-dire derrière les portes du pouvoir, et effectivement de se mettre en quelque sorte dans la peau d'un ministre qui a des décisions parfois un peu cyniques à prendre. Est-ce que ce jeu a un ADN français, dans la mesure où on prend ce jeu et c'est plutôt le président chinois, on a des ministres chinois, ça n'a rien à voir? Enfin, ça ne serait pas pu le faire. Non, on a clairement choisi d'ancrer ça en France. C'est un président français, dont on ne sait pas quel bord il est, on ne sait pas qui il est, des ministres français. Et la France, ça s'est écrit dans le scénario, se retrouve un peu au cœur de cette crise, et beaucoup de gens se demandent à la France de faire des choses. D'accord. Dernière question un tout petit peu plus directe, parce que cette histoire du dictateur qui disparaît, moi ça me rappelle un peu Sarkozy et Kadhafi. C'est pas lié? C'est pas un hasard complet, mais voilà, on n'a pas intégré cette dimension dans le jeu, mais oui, voilà, c'est le genre de possibilités, on peut très bien imaginer, et puisque le départ de la Jam Game, c'était de dire on se passe dans un contexte présidentiel, on a pris ça un peu à cœur, en se disant voilà, qu'est-ce qui se passe si pour clairement dire Bachar el-Assad en Syrie décède à une semaine de l'élection présidentielle française, ça change le contexte de l'élection présidentielle. D'accord, c'était pas évident, et effectivement c'est une information intéressante. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Léo, bonne chance. Demain soir on joue à votre jeu, et on se revoit demain 16h, 17h, 18h. D'accord? Merci. Alors, tous ces jeux ont l'air très bien. Moi j'ai hâte d'y jouer. On se voit demain 16h, on fait un point récapitulatif sur tous les jeux. Donc normalement ils seront jouables plus ou moins, ils seront mis à votre disposition un peu plus tard, donc en tout cas on les testera en direct en espérant qu'ils ne plantent pas. Ça se passe demain sur ce channel Twitch à 16h30. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre. C'est diffusé sur le live blog Mediapart. Vous pouvez voir nos précédentes émissions d'hier et de ce matin sur le compte YouTube de Mediapart. Le son est pas génial, mais l'image est fabuleuse. Voilà. Donc profitez-en. Et puis on se dit à demain. Merci. Devoir de le dire.
citoyens soient inquiets, tiers d'exploration et d'exploitation de gisements. Le cul des vaches est aujourd'hui à la disposition de tous. Sinon, vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier. L'écologie, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Donc avec moi, vous parlez de politique. Je voudrais leur dire, on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Donc avec moi, vous parlez de politique. Là, vous Et je vais lui retirer son caleçon. Ça change tout, c'est un mec, je lui mets une gifle.